D'accord les gens, août 2017, nous y sommes enfin, c'est le dernier mois de l'enseignement du mentorat, et aujourd'hui, je vais vous enseigner l'analyse à long terme de haut en bas, top-down analysis, en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, TIC. Je vais expliquer comment je parcours personnellement le graphique mensuel pour arriver à des niveaux qui seront transposés et des idées pour le graphique hebdomadaire. Merci à tous. Avant de commencer, il est important que je vous rappelle que j'ai fourni une tonne d'informations au cours des 12 derniers mois, et une grande partie de ces informations sera flexible pour que vous l'adoptiez à votre manière. Il y a de nombreux concepts d'analyse qui sont très solides en eux-mêmes, mais évidemment, la meilleure façon d'utiliser ces informations est lorsqu'elles sont en harmonie avec d'autres éléments qui soutiennent les idées. Plus nous avons de concordance entre différentes choses qui soutiennent une idée, un biais d'analyse ou une perspective particulière, mieux c'est. Bien sûr, tout ne sera pas toujours en alignement, cela n'arrive jamais dans le monde réel, mais si nous avons un échantillon d'idées similaires qui se chevauchent ou convergent vers la même hypothèse, alors nous avons généralement de meilleures chances que l'issue soit en notre faveur. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est ma démarche personnelle, c'est ainsi que j'utilise cette information, comment je l'internalise dans le processus quotidien que je suis, en l'occurrence chaque mois lorsque je passe en revue les données le dernier jour de trading de chaque mois, dès que le marché ferme. Je suis un schéma spécifique de traitement et d'observation des données, et toutes ces choses vont de pair avec ce que vous allez apprendre dans cet enseignement. J'essaie de réaliser ce niveau d'analyse une fois par mois, généralement à la clôture du mois qui vient de se terminer. Idéalement, si cela se produit un week-end, je peux approfondir davantage les détails, mais généralement, les mois ne se terminent pas toujours le week-end. Ils se terminent souvent en milieu de semaine, et vous avez le début d'un nouveau mois immédiatement le lendemain, un jour de semaine particulier. C'est donc l'analyse que je réalise personnellement, comment je la fais et ce qui me conduit à ma perspective mensuelle qui est ensuite transposée sur le graphique hebdomadaire, dont nous parlerons dans notre prochaine discussion. Tout cela est principalement à long terme, et je vais vous montrer à quel point il est facile de prendre certaines des choses que vous avez apprises au cours de ce mentorat et de les appliquer pour parvenir à l'analyse que vous recherchez. Alors, quel est l'objectif de cette présentation ? Nous allons déterminer l'impact de la perspective mensuelle sur un actif ou un marché, et nous allons identifier le biais directionnel pour le graphique mensuel à plus long terme. Nous allons classer les gammes de prix, PDARE, avec précision pour aider à identifier les niveaux clés. Nous allons également effectuer une analyse institutionnelle sur une base mensuelle à la fin. Et tout commence ici. Tendance saisonnière. De toute évidence, il n'y a pas de tendance saisonnière pour tout chaque mois, mais il y a des moments spécifiques de l'année, et c'est la raison pour laquelle je tiens à préciser cela avant d'aller plus loin. J'ai mentionné que les documents PDF seront inutiles pour quiconque n'a pas suivi le contenu et n'a pas suivi chaque leçon individuelle. Donc, si vous bloquez sur certains points ici, vous devrez retourner dans le cours, approfondir votre étude, faire des recherches plus poussées. De plus, si vous ne comprenez toujours pas, vous avez 3 mois supplémentaires après la conclusion de ce mois pour me bombarder de questions, et je ferai de mon mieux pour vous mettre en phase avec ce que je considère comme une analyse. Mais cela commence par les tendances saisonnières. Chaque jour, nous sommes bombardés par le temps et quelle est la date au calendrier aujourd'hui ? Eh bien, au moment de cet enregistrement, nous sommes en août, donc nous chercherions les tendances saisonnières d'août ou les tendances saisonnières de septembre qui se profilent pour le mois prochain. Évidemment, vous ne pouvez rien faire avec ce qui s'est déjà passé en juillet et juin, c'est déjà derrière nous. Donc, quand nous nous asseyons pour notre analyse, supposons que quelque chose s'est produit et que nous avons été éloignés des marchés pendant un certain temps, ou que nous avons été malades, pris une pause, quelque chose comme ça, et que nous revenons aujourd'hui. Que ferons-nous pour nous aligner avec la perspective à long terme et commencer à travailler vers la perspective intrajournalière plus courte ? Eh bien, cela commence à nouveau par les tendances saisonnières. Je vous ai donné beaucoup de tendances saisonnières que j'aime pour chaque classe d'actifs dans cet enseignement. Je n'ai pas besoin de les détailler autant pour les actions, les matières premières, les devises, etc. Tout ce que nous voyons dans cet enseignement est synonyme pour les 4 classes d'actifs.
À mesure que nous nous rapprochons des échéances plus courtes, il y a beaucoup plus de choses spécifiques à faire pour chaque classe d'actifs et chaque marché spécifique. Celui-ci est une présentation à grande échelle qui couvre toutes les classes d'actifs, actions, obligations, devises et matières premières. Ensuite, j'aime aussi examiner les changements trimestriels. Nous aimons voir comment le marché est prédisposé à évoluer tous les 3 à 4 mois, il y a une sorte de nouveau cycle ou de changement de marché qui se produit sur le marché, et nous devons nous rappeler que ce qui s'est passé au cours des derniers mois ne se traduit pas toujours par une continuation de cette pensée. Beaucoup de fois, nous verrons que c'est le cas, mais nous devons toujours être en phase avec la probabilité d'un changement de sentiment ou de structure de marché ou là. Le marché continuera-t-il dans la direction où il a été à la baisse pendant quelques mois, puis nous pourrions effectivement atteindre un creux à long terme ou à court terme et évoluer à la hausse pendant quelques mois. J'aime donc examiner l'analyse en anticipant soit la poursuite de cette tendance, soit son probable retournement au cours des 3 à 4 prochains mois. La prochaine chose que je fais lorsque je m'assois, c'est que je regarde les différentiels de taux d'intérêt. Je vous ai enseigné cela au début de l'année 2017, comment faire tout cela, et nous passerons en revue un peu plus de détails plus tard dans cette discussion. Mais le processus, encore une fois, consiste à examiner les tendances saisonnières. C'est la première chose que je recherche en ce moment, le mois en cours, qu'est-ce qui se passe, que se passera-t-il probablement, puis j'anticipe ou je prévois le changement trimestriel qui pourrait se produire dans les 3 à 4 prochains mois, et ensuite, je regarde les différentiels de taux d'intérêt. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je regarde une étude du temps en fonction du calendrier avec les changements trimestriels, et je la superpose avec l'idée de savoir s'il y a quelque chose de saisonnier qui pourrait avoir un impact sur les prix. Il y a donc 2 références temporelles. Je commence toujours par là. N'oubliez pas que mes concepts sont principalement basés sur le temps et le prix, pas le prix et le temps. C'est d'abord le temps, puis le prix. Je cherche des éléments qui me donnent un avantage d'un point de vue statistique, en me disant que par le passé, cela s'est produit à cette période de l'année. Eh bien, cela ne se traduit pas toujours de cette manière, mais je préférerais commercer avec cette idée en premier lieu dans mes concepts d'analyse plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Une fois que nous avons un élément de temps, nous devons commencer à chercher des raisons justifiant pourquoi les prix devraient le faire. Si nous parlons de devises, c'est évidemment à ce moment-là que les différentiels de taux d'intérêt doivent entrer en jeu. Si nous parlons d'actions, nous regarderions le marché obligataire. Si le marché obligataire baisse, cela signifie que les taux d'intérêt augmentent, ce qui rendra plus difficile le maintien d'un marché haussier pour les actions. Et si les prix des obligations augmentent, cela signifie que les taux d'intérêt baissent, et en général, cela soutiendra un marché haussier pour les actions, les matières premières, tout sera inversé en fonction des taux d'intérêt. La prochaine chose que je prends en considération lorsque je fais mon analyse, c'est le profil du marché. Je veux savoir ce que nous faisons en ce moment, ce que nous avons fait au cours des derniers mois, sommes-nous en tendance, sommes-nous en consolidation, sommes-nous en train de changer de direction, ce genre de choses. Je veux savoir si nous faisons partie d'une tendance en ce moment, car cela signifie que certaines choses peuvent être anticipées ou attendues, et si nous ne sommes pas en tendance, cela a également un impact sur nos attentes. En ce qui concerne le profil du marché, je commence à intégrer d'autres marchés qui sont corrélés positivement et négativement. Donc, je regarde d'autres marchés pour soutenir l'idée que je commence à percevoir dans les prix. Je regarde les choses sur le plan saisonnier, j'anticipe un mouvement trimestriel au cours des 3 à 4 prochains mois, et je regarde les marchés qui ont une raison fondamentale de monter. C'est ce que sont les taux d'intérêt, n'oubliez pas que les taux d'intérêt sont le principal moteur sur toutes les classes d'actifs. Donc, si vous ne comprenez pas les taux d'intérêt, vous ne tirerez rien des concepts d'analyse de marché que j'ai fournis jusqu'à présent. Mais une fois que nous avons un soutien fondamental pour des prix plus élevés ou plus bas par rapport aux taux d'intérêt, nous passons à l'étape suivante, qui est le profil du marché actuel. Après avoir déterminé le profil dans lequel nous évoluons actuellement, je regarde d'autres marchés pour les soutenir, les confirmer ou les contredire. Parfois,
cela peut invalider une idée de transaction, c'est pourquoi vous voulez consulter d'autres marchés étroitement corrélés, qu'ils soient positivement ou négativement corrélés. Ensuite, je regarde la structure du marché elle-même. C'est là que je veux savoir où nous en sommes en termes de plus haut et de plus bas, à court, moyen et long terme, et comment cela s'inscrit dans l'ensemble du schéma. C'est également à ce stade que nous nous référons à des études SMT comme les divergences et les idées de corrélation. Ensuite, je regarde la matrice PD, Premium and Discount, arrêt et je veux définir le marché en termes de primes et de remises. En utilisant ce concept, je calibre les niveaux et j'obtiens des niveaux de prix clés en conséquence. Ces niveaux de prix clés sont là où les idées de transaction se concrétiseront, que ce soit pour une entrée ou pour des objectifs ou des cibles. En suivant tout ce processus étape par étape de cette manière, j'arrive à établir un biais mensuel qui définit mes attentes quant à ce que je pense que le graphique mensuel va faire. Certains d'entre vous ne veulent pas être des traders à long terme, et c'est très bien, il n'y a rien de mal à cela. Personnellement, je n'aime pas être un trader à long terme, mais je passe quand même par ce processus. Cela peut sembler être une tonne de choses, cela semble probablement vous prendre 4 heures pour tout faire, et certains d'entre vous se demandent peut-être si ce gars veut vraiment que je fasse ça à chaque fois que je prends un trade. Non, seulement une fois par mois. Vous devez définir ce que vous recherchez une fois par mois, et lorsque le nouveau mois commence, vous ferez la même chose à nouveau. Vous effectuerez essentiellement une analyse mensuelle une fois par mois. Il n'y a qu'une bougie qui se forme une fois par mois sur un graphique mensuel, vous devez donc l'examiner au début du mois, et de préférence dès que le mois précédent se termine, vous effectuerez cette analyse, surtout parce que, sauf si cela tombe un week-end, par exemple, si le mois précédent se termine un vendredi, cela vous laisse tout le week-end pour effectuer l'analyse, mais vous n'aurez pas toujours cette chance. Il arrivera que le mois se termine en semaine, et vous devrez faire votre analyse pour vous aligner avec le trading du mois suivant dès le premier jour. Ce processus me permet d'aboutir à un biais défini à partir d'une perspective mensuelle. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends ces informations et je les transpose sur un graphique hebdomadaire. Donc, tout ce que je tire d'un graphique mensuel, que ce soit pour les actions, les obligations, les devises ou les matières premières, toutes ces idées sont traduites et appliquées sur un graphique hebdomadaire. Lorsque nous examinerons les graphiques hebdomadaires dans notre prochain enseignement, où nous passerons des graphiques hebdomadaires aux graphiques quotidiens, cela nous donnera une perspective à plus court terme. C'est tout ce que cela nécessite pour que j'obtienne un biais à long terme. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour qualifier et confirmer certaines choses, et cela dépend des conditions inflationnistes ou déflationnistes, comme je l'ai enseigné en janvier. Je vous conseille de revenir sur le contenu de janvier, car il y a beaucoup de choses dans ce mois-là, mais cela peut combler de nombreuses lacunes qui ne seraient pas nécessairement visibles ici. J'aime regarder des choses comme la baisse des prix des matières premières. Si elles baissent, nous sommes dans une condition déflationniste. Si les matières premières augmentent, nous sommes dans une condition inflationniste, et ces conditions spécifiques ont généralement un résultat prévisible, que je vous ai expliqué en janvier. Mais en fin de compte, ce que nous obtenons, c'est un biais mensuel qui me donne des attentes non seulement pour le mois à venir que nous allons commencer, ou simplement pour le mois suivant, voire peut-être le mois d'après. Mais en réalité, la manière la plus simple pour moi de regarder l'inflation ou la déflation, je suppose que je me contente de suivre les prix des matières premières. Vous savez, s'ils montent généralement, dans l'ensemble, s'ils montent tous, ce n'est pas tous qui vont augmenter, comme nous en parlons dans le mentorat, il y aura des écarts, comme on s'y attend, car tout n'est pas en noir et blanc. Mais si la majorité des matières premières sont en baisse ou en train de faire des prix plus bas, alors nous sommes dans une période de déflation, ce qui signifie que les prix sont en baisse. Mais si les prix des matières premières augmentent, alors nous sommes dans une période d'inflation, et cela aura un impact sur les marchés dans leur ensemble. Mais en gros, ce que nous arrivons à déterminer, c'est un biais mensuel qui me donne mes attentes pour non seulement le mois à venir que nous allons commencer, ou juste le mois suivant, ou peut-être même le mois d'après. Donc, j'essaie de prévoir 3 mois de mouvement de prix, cela peut aller jusqu'à 4 mois, tout comme lorsque nous examinons les changements trimestriels, nous pouvons regarder en arrière sur les 3 à 4 derniers mois.
J'essaie de prévoir 3 mois d'action sur les prix, cela peut aller jusqu'à 4 mois, tout comme lorsque nous examinons les changements trimestriels, nous pouvons regarder en arrière sur les 3 à 4 derniers mois. Nous ne sommes pas rigides à cet égard, nous voulons avoir un peu de flexibilité. Donc, lorsque je regarde les données d'aujourd'hui, lorsque je regarde, par exemple, les changements trimestriels, je veux examiner les 3 derniers mois, voire potentiellement les 4 derniers mois pour voir s'il y a quelque chose que je pourrais avoir manqué. Mais lorsque nous prévoyons et faisons une analyse, à mon avis, j'essaie de prévoir le mouvement des 3 prochains mois d'un point de vue à long terme. Je peux ne pas être précis, je peux avoir tort, d'accord, mais si je peux avoir raison sur seulement la moitié de la bougie mensuelle qui va être tracée sur le graphique, c'est souvent suffisant pour que je sois rentable pour le mois, et c'est mon point. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison pour être rentable, mais vous aurez plus de chances d'avoir raison si vous suivez les étapes de manière structurée, en suivant chaque composante individuelle une par une, en arrivant à cette information, puis en construisant couche après couche jusqu'à obtenir une base qui repose sur le biais mensuel. Une fois que nous avons toutes ces informations, nous les transférons sur un graphique hebdomadaire, et nous pouvons commencer à les utiliser également sur un cadre de temps hebdomadaire. Les tendances saisonnières, c'est exactement là que je commence. Donc, je commence avec le mois du calendrier dans lequel nous sommes sur le point de commencer, et je me réfère aux tendances saisonnières qui sont enseignées dans ce programme. Il y en a tellement qu'il serait ridicule de les revoir, et je n'essaie pas de vous surcharger inutilement d'études. Je rassemble toutes les informations dans une approche conviviale pour l'utilisateur, c'est ce que représente l'ensemble de ce mois, afin que vous puissiez découvrir quelles sont les tendances saisonnières intéressantes par rapport au mois spécifique, puis vous pouvez simplement les noter dans votre calendrier chaque année, ou si vous avez un smartphone, entrez-les. Vous saurez, par exemple, que ce mois-ci, je vais surveiller une hausse du prix des porcs, ou je vais m'attendre à ce que l'euro-dollar baisse. Vous devez connaître ces tendances saisonnières avant le début du mois, de cette manière, vous pouvez vous mettre en phase avec un éventuel mouvement trimestriel. Ce trimestre, s'il est aligné sur la tendance saisonnière, vous l'avez. Pas tous les marchés ou classes d'actifs auront une tendance saisonnière à un moment donné, donc concentrez-vous sur ceux qui ont une nature récurrente historique dans la manière dont ils se concrétisent plus souvent qu'autrement. Steve Moore a les meilleures informations en ce qui concerne les matières premières et les devises, et évidemment, vous savez déjà quelle est la tendance saisonnière pour les obligations, je vous l'ai déjà donné. J'ai également donné une tendance saisonnière pour les actions si vous êtes un trader d'actions. Il n'y en a que 2 par an, et celle que je préfère est celle de l'automne, qui marque un creux saisonnier. Je veux donc me concentrer sur les marchés qui, historiquement, à la même période de l'année, sont susceptibles de se déplacer de manière similaire. Encore une fois, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution miracle, mais les tendances saisonnières m'aident à planifier les meilleures opportunités de gros mouvements sans même avoir besoin de savoir où se trouve le prix. Je sais qu'il y a certaines périodes de l'année où je vais effectuer certaines transactions. Je ne me force pas à faire ces transactions, mais je recherche des éléments comme nous venons de les définir dans une démarche étape par étape à partir d'une perspective mensuelle pour justifier pourquoi cette tendance saisonnière pourrait avoir un impact sur les prix cette année. Et les tendances saisonnières sont spécifiques, elles vous ont été transmises au cours des 12 derniers mois, et vous devez les examiner en fonction de leur classe d'actifs respectives. Je ne vais pas les refaire. Je ne vais pas les répertorier ici, il y en a trop, d'accord ? Ensuite, j'essaie de déterminer le prochain changement trimestriel ou la structure du marché, et je me réfère à la tendance à long terme de 9 à 18 mois. Il s'agit d'un graphique mensuel, et si la direction est haussière, cela signifie que si nous sommes à la hausse depuis 9 à 18 mois, je vais quand même essayer de justifier pourquoi le prochain changement trimestriel pourrait être une opportunité d'achat, car je ne veux pas aller à l'encontre de cette tendance. Si la direction est baissière, je commence d'abord à justifier pourquoi le prochain changement trimestriel pourrait être une opportunité de vente. J'essaie d'éviter de choisir les sommets ou les creux de la tendance de 9 à 18 mois, et cela n'a rien à voir avec les nouvelles moyennes mobiles. Je regarde simplement les bougies actuelles des 18 derniers mois sur le graphique mensuel, je veux voir ce que nous avons fait. Cela va être comme ma plage principale, à partir de laquelle je vais travailler. Vous devrez calibrer cela peut aller un peu plus à gauche pour savoir où se trouve la structure du marché à court terme ou à long terme, ou à peu près où se trouve la dernière structure de marché haute ou basse des 9 à 18 derniers mois. Par exemple, si vous constatez que le marché a eu 27 bougies baissières, il peut être parsemé de 4 ou 5 bougies baissières. Je devrais dire des mois au lieu de jours, je devrais dire des bougies mensuelles.
Vous voulez regarder des parties spécifiques de l'action des prix, et je commence par regarder la plage de 9 à 18 mois sur un graphique mensuel et me faire une idée de ce qui s'est passé dans cette période de temps. Les tendances à long terme ont tendance à perdurer pendant un certain temps, et si la tendance de 9 à 18 mois n'est pas claire ou qu'elle est en consolidation, mon approche personnelle est d'anticiper que la direction des 3 à 4 derniers mois précédents va s'inverser. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé au cours des 3 à 4 derniers mois, si nous sommes en consolidation sur 9 à 18 mois ou si je ne sais tout simplement pas quelle est la tendance, si cela ne me semble pas clair, j'anticiperai une certaine forme de retracement ou de retournement pour le mois ou deux à venir. Ensuite, je me réfère aux taux d'intérêt mondiaux et j'utilise des sites web comme investing.com, vous pouvez utiliser le lien qui est ici. Ce que je fais, c'est que je localise et compare les taux d'intérêt des banques centrales de chaque pays majeur, et je cherche des transactions différentielles de cette manière. Je cherche donc des taux d'intérêt élevés à associer à un pays à faible taux d'intérêt, pour former essentiellement une paire de devises forex. De cette manière, J'adopte ensuite le biais fondamental. Donc, si nous examinons les devises à l'échelle mondiale, ce site web vous donne le taux d'intérêt actuel, ainsi que la date de la dernière modification, le montant de la modification et la date prévue de la prochaine modification ou de la prochaine réunion. Idéalement, les tendances saisonnières et les attentes de changement trimestriel devraient être en accord avec les idées de différentiel de taux d'intérêt. Ce n'est pas toujours le cas, mais idéalement, les trois devraient être en accord. Voici à quoi cela ressemblerait si vous alliez sur ce site web. C'est ce que je veux dire par là. Il vous donne le taux actuel. Par exemple, nous allons regarder la Banque Centrale Européenne, qui, au moment de cette présentation, a un taux d'intérêt de 0. La prochaine réunion est prévue pour le 7 septembre 2017. La dernière fois qu'ils ont modifié leur taux était en mars 2016, où ils l'ont réduit de 5 points de base, le portant à 0. Donc, tout ce que je fais, c'est regarder la colonne du taux actuel et je regarde quel pays a un taux élevé et je l'associe à un pays à faible taux. Par exemple, la Banque du Canada a un taux de 0,75%, tandis que le dollar australien a un taux de 1,5%. J'ai déjà expliqué les scénarios à ce sujet, et nous les avons utilisés dans le cadre du mentorat pour élaborer certaines idées. Mais je vais utiliser ce graphique plus tard en exemple. Pour l'instant, voilà ce que je veux dire lorsque je recherche les taux d'intérêt des banques centrales à l'échelle mondiale. C'est là que j'obtiens l'information, sur investing.com/essential-banks. Ensuite, ce que je fais, c'est que je définis la structure actuelle du marché. Je classe les récents plus hauts et les récents plus bas, et je veux les comparer positivement et négativement par rapport au marché corrélé. Fondamentalement, je cherche des divergences SMT, et ensuite je compare la relation entre les plus hauts récents pour déterminer si les plus hauts à court, moyen ou long terme contrôlent actuellement les prix. En d'autres termes, nous faisons des plus hauts plus élevés, et ensuite récemment nous avons fait un plus haut plus bas, et peut-être même un plus haut encore plus bas après cela. Cela signifie probablement que nous avons atteint un sommet à court ou moyen terme, voire à long terme. Tout cela est enseigné dans ma section sur la structure de base du marché. Si je constate que la relation entre les plus hauts implique au moins que, si une configuration de marché potentiel à long terme ou à moyen terme est formée, je chercherai alors des raisons de prendre une position vendeuse. Idéalement, cela se fera sur des paires de devises avec des devises faibles associées à une devise forte, pendant une période où j'anticipe des prix plus bas lors d'un changement trimestriel, en même temps où la tendance saisonnière appelle probablement cette devise ou ce marché à baisser, et que le profil est en tendance baissière. Cela serait un scénario idéal. La situation inverse serait vraie lorsque j'examine la relation entre les plus bas du marché. Je compare les plus bas récents pour déterminer si un plus bas à long terme, à moyen terme ou à court terme contrôle actuellement les prix. Si nous voyons un marché qui forme un plus bas,
puis un plus bas plus élevé, suivi d'un autre plus bas plus élevé, cela pourrait signifier que nous avons atteint un plus bas à long terme ou à moyen terme, et qu'il pourrait y avoir d'autres hausses à venir. Dans ce cas, nous rechercherions des signes de hausse, en particulier si la tendance saisonnière est à la hausse et que le profil de marché est en tendance haussière. De plus, nous nous attendrions à quelques mois de hausse en raison du changement trimestriel. C'est ainsi que nous utilisons les informations, et idéalement, lorsque nous observons un marché avec un potentiel de sommet à long terme ou à moyen terme, nous nous attendons à des prix plus bas en comparant ces sommets. Nous espérons voir une divergence SMT par rapport à un actif corrélé ou par rapport au dollar dans le cas d'une paire de devises étrangères. Nous voudrions voir un plus bas, suivi d'un plus haut plus bas dans la paire de devises étrangères, ou un plus bas dans le dollar, comme dans l'exemple donné. Cela constituerait une divergence SMT et nous aiderait également à comprendre la structure de marché. En résumé, je cherche des divergences SMT et des structures de marché pour confirmer une autre hausse des prix ou une autre baisse des prix. Les trades sélectionnés dans la direction de la structure de marché actuelle sont privilégiés dans mon analyse. Si je peux voir des raisons claires pour lesquelles la structure de marché devrait évoluer à la hausse et que les tendances saisonnières sont également en accord, alors c'est évidemment ce que je recherche, et je ne vais essayer que de me concentrer sur ce type de trade. Je reçois beaucoup de questions du genre, quand devrais-je faire des trades de retournement? Quand devrais-je faire des trades contre la tendance? Je ne veux pas trader contre la tendance dans ces conditions où j'ai la structure du marché et la divergence SMT derrière moi, ainsi que des tendances saisonnières. Je ne vais pas essayer de trader à contre-courant dans ces conditions où j'ai la structure de marché et la divergence SMT derrière moi, ainsi que les tendances saisonnières et les taux d'intérêt en ma faveur. Si toutes ces conditions sont réunies, je ne voudrais jamais tenter de contrer cela. Je veux toujours seulement être acheteur dans ce scénario haussier ou vendeur dans ce scénario baissier. Je ne dévierai jamais de cela, même pas pour un scalp. Ensuite, je recherche des confirmations sur d'autres marchés, et ceci grâce à l'analyse intermarché. Si j'ai une structure de marché haussière et que tout ce qui précède la soutient également, et que j'ai déterminé cela sur mon marché d'intérêt, je recherche une analyse intermarché pour étayer cette idée dans des marchés corrélés positivement et opposés dans des marchés corrélés négativement. Par exemple, si je suis haussier sur le dollar et que je m'attends uniquement à des prix plus élevés pour le dollar, je vais chercher des prix faibles ou des scénarios de vente potentiels sur le marché de l'or, qui est techniquement baissier. Lorsque je m'attends à des prix plus bas, et que les saisons vont dans ce sens, et que j'ai un couple qui sera groupé avec une devise faible face à une devise forte, et que je vois cela sur mon marché d'intérêt, je vais regarder l'analyse intermarché pour étayer cette idée et éventuellement les marchés corrélés, ou être opposé à des marchés corrélés négativement. Par exemple, si je suis baissier sur l'euro au dollar et que je m'attends à un dollar plus fort comme facteur de soutien, nous pouvons utiliser à nouveau l'or comme facteur de soutien pour confirmer davantage cela en prévoyant des prix plus bas sur le marché de l'or. Cependant, cela change lorsque nous entrons dans des conditions comme celles que nous avons actuellement, avec des scénarios de guerre potentiels qui peuvent être un catalyseur pour le vol vers la qualité ou les valeurs refuges, où l'or ne sera pas aussi favorable à votre trade parce qu'il est influencé par quelque chose d'extérieur à la normale, et il est traité comme une valeur refuge en raison de la situation en Corée du Nord. Les gens voient également la baisse du dollar dans ce contexte, donc l'or peut augmenter, ce qui soutient cette idée. Quel est le profil du marché? La première chose que je veux savoir quand je regarde les graphiques mensuels, c'est, est-ce que nous sommes en consolidation? Je ne demande pas d'abord si le marché est en tendance, je veux savoir s'il est en consolidation, car cela raconte l'histoire. La consolidation est le début du prochain mouvement. Donc, si la réponse à cette question est oui, alors il est probable que des mouvements d'expansion se manifestent avant la cassure, en d'autres termes,
je cherche des éléments justificatifs pour savoir de quel côté du marché va se produire en premier, va-t-il monter ou descendre. Je veux trouver des preuves et des signes pour étayer ces théories. Si la réponse est non, alors la question est de savoir si le marché est en tendance ou non. Si c'est le cas, je veux voir s'il y a des raisons pour justifier pourquoi la tendance qui a été en place est susceptible de rencontrer une résistance significative. Si c'est le cas, les retracements sont probables. Ensuite, je cherche à savoir si le marché évolue dans un environnement de tendance. Si la réponse est oui, je recherche des trades de continuation, car les tendances ont tendance à persister. L'idée est que la tendance est votre amie, mais pas jusqu'à la fin. Je recherche des trades de continuation pour éviter de chercher les sommets et les creux. La réponse à la question « Non, le marché ne consolide-t-il pas ?» est de savoir si le marché est en tendance. Si c'est le cas, je cherche des signes qui soutiennent une cassure directionnelle, et j'utilise l'analyse intermarché pour le faire. Si le marché est en phase de retracement, je recherche des signes de trade de continuation après les retracements, c'est-à-dire que je cherche à savoir jusqu'où le marché va se rétracter et j'utilise la matrice PDRA pour obtenir ces réponses. Mais je veux anticiper cet retracement pour entrer à un niveau de prix spécifique, puis chercher la continuation à la hausse ou à la baisse par rapport à la tendance. Si la réponse est non, il n'y a pas de retracement, alors je détermine s'il s'agit de consolidation ou de tendance, et j'utilise les idées ci-dessus telles qu'elles sont décrites sur cette diapositive. Cela nécessite un peu de réflexion, et il y aura de nombreuses situations qui se présenteront où vous vous tromperez, vous ferez des erreurs, et comme vous l'avez vu au cours des 12 derniers mois, je n'ai pas toujours raison, je ne peux pas avoir toujours raison, je suis humain et je ferai des erreurs. J'ai beaucoup de choses à gérer pendant ce mentorat qui sont très distrayantes, j'ai une vie personnelle qui est très distrayante, et vous connaîtrez les mêmes choses dans votre vie, vous aurez des difficultés, vous rencontrerez des obstacles, vous tomberez dans des pièges et vous ferez des erreurs, mais ce sont les questions que je pose pour déterminer quel est le profil du marché, et j'utilise les idées suggérées ici pour me guider vers ma prochaine action ou attendre davantage d'informations. Ensuite, je localise les points de focalisation institutionnels, et cela se trouve dans la matrice PDRA. Une fois que j'ai choisi une partie de l'action des prix que je souhaite analyser, généralement dans la portée des 9 à 18 derniers mois, cela peut dévier légèrement en fonction de la structure du marché, mais je regarde environ jusqu'à cet horizon sur le graphique mensuel, et je décompose la plage de prix sélectionnée en primes et en remises. Toutes les plages de prix n'auront pas nécessairement toutes les gammes de primes et de remises possibles. J'écris simplement les niveaux qui sont évidents dans la plage de prix. Une fois que les gammes de primes et de remises sont notées, je cherche à élaborer des idées de trading potentiel basées sur les matrices PDRA et en me référant à tous les points d'analyse précédents mentionnés dans cette présentation. Cela signifie que je cherche d'abord une direction en fonction de l'idée de tendance saisonnière, sans pour autant garantir que cela se produira, puis je recherche des signes techniques pour étayer cette idée, ainsi que des données fondamentales à travers les taux d'intérêt. Je mélange tous les éléments, le temps, le prix, les fondamentaux, grâce aux taux d'intérêt. Mais je recherche la matrice PDRA pour soutenir l'idée d'avoir quel niveau spécifique dans une gamme de primes sur lesquelles je devrais me concentrer et donc, la première étape, une fois que j'ai déterminé la portion de la structure du marché que je veux utiliser pour mes idées de trading, c'est d'arrondir chaque matrice PD à la dizaine, à 0 ou à 5 la plus proche. Il s'agit essentiellement d'une question de préférence, en choisissant celle qui se rapproche le plus de la matrice PD réelle. Pour calibrer ces matrices premium au-dessus du prix du marché ou à l'endroit où nous évoluons à ce moment-là sur le graphique, je vais arrondir au niveau ajusté le plus proche. De cette manière, je calibre au niveau 0 ou 5 le plus proche qui correspond le mieux à la matrice PD réelle du niveau premium. Mais je ne veux jamais arrondir à la hausse pour atteindre ce niveau. Je veux le fruit facilement accessible le plus proche et pour les matrices de réduction sous le prix du marché ou à l'endroit où le marché se trouve à ce moment-là, si je recherche des matrices de réduction en dessous de nous et du prix, je vais arrondir au niveau 0 ou 10, ou au niveau 5 le plus proche, quelle que soit la meilleure approximation de la matrice PD réelle de la réduction, mais cela n'est pas nécessaire. Je veux le fruit facilement accessible le plus proche, l'objectif le plus proche et une fois que j'ai fait cela, je dispose des niveaux de prix clés du point de vue mensuel à ces niveaux mensuels, maintenant qu'ils ont été calibrés et soutenus par la mentalité institutionnelle d'une matrice PD de réduction et de prime,
Et j'ai maintenant une direction, car tous les facteurs que nous avons abordés dans ce processus me l'indiquent. Après avoir consulté la possibilité d'une tendance saisonnière, j'anticipe une direction spécifique du trimestre, je couple des taux d'intérêt forts à faible taux d'intérêt, ou vice-versa, par rapport à l'idée de trading, et je détermine le profil du marché actuel. Sommes-nous en consolidation, sommes-nous en tendance, et je confirme mon analyse avec des paires ou des marchés corrélés pour l'analyse intermarché, puis je sélectionne une portion de la structure du marché pour encadrer un trade à l'intérieur. Je définis ou j'échange à l'intérieur d'une plage, et j'utilise cela pour la liquidité de la plage interne ou externe, puis je définis la matrice PD pour obtenir les plages de primes et de réduction et arriver au niveau de prix clé du point de vue mensuel. Et ensuite, une fois que j'ai cela, vous savez, j'aurai essentiellement une analyse directionnelle qui est basée sur une perspective mensuelle. Cette analyse directionnelle basée sur un cadre mensuel est ensuite transposée sur le graphique hebdomadaire, alors permettez-moi de vous donner un exemple de cela, afin que vous puissiez voir comment le processus étape par étape fonctionne. Et ce n'est pas beaucoup de travail du tout et c'est très simple et c'est vraiment l'une des caractéristiques de ce mois. Cela semble beaucoup du côté de la description et c'est le cas, c'est beaucoup, mais parce que vous êtes passé par tous les éléments d'un point de vue conceptuel et composant, vous êtes allé partie par partie modulairement, je vous ai donné chaque composant individuel pièce par pièce, donc maintenant là où vous ne comprenez pas, vous pourrez revenir exactement à ce que vous devez travailler ou cela vous aidera à trouver les bonnes questions auxquelles vous avez besoin de réponses. Donc, au cours des 3 prochains mois, lorsque nous passerons au-delà du contenu doux, vous aurez une meilleure utilisation de ce temps et je serai un meilleur enseignant pour vous parce que maintenant je saurai vous mettre dans une meilleure position pour poser les bonnes questions et en posant les bonnes questions, j'espère avoir la réponse que vous cherchez pour combler ces lacunes. Donc, prenons un exemple en utilisant ces informations. Dans un contexte d'aide à domicile, l'importance est le processus que j'utilise d'un point de vue mensuel. D'accord, nous regardons le dollar australien. Je vais vous expliquer quelques éléments. Nous sommes en train de regarder la dernière semaine de janvier. Généralement, une sorte de creux se forme à ce moment-là. Ensuite, un creux plus fort se forme en mars, conduisant à mai, puis généralement, un creux se forme en juin ou juillet. Ensuite, il y a généralement une faiblesse qui se produit d'août à octobre. Donc, la tendance saisonnière sur laquelle nous allons nous concentrer est janvier. En général, un creux se forme dans le dollar australien en janvier, puis il y a un creux qui se forme en mars, où c'est une forte hausse qui nous emmène jusqu'à mai, et il y a une tendance à créer un creux estival en juin-juillet, qui remonte autour d'août, puis nous pouvons observer une certaine faiblesse. Je vais utiliser cela comme idée ou cadre pour l'impact saisonnier, et nous allons trader le dollar australien. Je vais chercher un moyen de suivre cette tendance saisonnière. Nous allons regarder cela comme un exemple. Ici, nous avons le dollar australien, il s'agit du graphique mensuel. Je veux utiliser la période de juin comme exemple, donc je vais bloquer cette zone en mai. Imaginons que nous ne puissions pas voir cette action des prix. Rappelez-vous que nous avions anticipé ces mouvements ici, et nous cherchions une tendance haussière. Nous cherchions cette bougie ici pour servir de support, ce que nous allons expliquer dans un instant. Je tiens simplement à rappeler que vous pouvez revenir et consulter les informations que nous avons fournies sur le dollar australien, et vous verrez tout ce qui est ici, nous en avons parlé. D'accord, nous examinons donc les attentes de hausse en janvier, mars et juin. Cette bougie ici représente janvier 2017. Et les prix ont effectivement augmenté comme on pouvait s'y attendre en fonction de la tendance saisonnière. Voici février, puis mars.
Maintenant, mars, avril et mai ont connu un déclin. Nous avons donc eu un effet opposé sur la tendance saisonnière, mais ensuite nous entrons dans une autre période, celle de juin, où nous anticipons à nouveau une tendance haussière en fonction de la tendance saisonnière. Maintenant, nous avons également un changement trimestriel. Qu'est-il arrivé ici ces derniers mois? Les prix ont baissé. La question que je me pose est la suivante. Nous avons une tendance saisonnière, d'accord? Nous nous référons à juin comme notre cadre ici, d'accord? Notre tendance saisonnière était prévue ou attendue pour des prix plus élevés en juin, et le changement trimestriel a été, les 2 derniers mois, une baisse, d'accord? Et à la fin de mai, juste avant juin, ce que nous essayons de prévoir, c'est ce qui se passe en juin. Donc, ce mois-ci, quand cela se termine, nous regardons en arrière sur une période de 18 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mois. D'accord? Nous regardons ces 18 mois. Si nous examinons ce qui s'est passé, le prix était principalement en consolidation, d'accord? Alors, je veux savoir ce que le prix a fait au cours des 9 à 18 dernières bougies sur un graphique mensuel, et si vous regardez ce que nous avons vu, le prix est passé d'un creux à un creux plus élevé, puis nous avons observé une certaine retracement mesuré. Donc, la question est de savoir si, jusqu'à la fin de mai, nous avons connu 3 mois de baisse. Il y a donc eu 3 mois de baisse, et nous devons comprendre ce que cela signifie. Est-ce que cela signifie que nous allons voir une poursuite de la baisse, ou s'agit-il plutôt d'un retracement? Nous devrons examiner certaines choses au fur et à mesure de notre processus. Le point suivant de préoccupation est de regarder le front des taux, autrement dit, quels sont les taux de change mondiaux potentiels pour les banques. Et comme nous regardons le dollar australien, nous devons regarder la relation entre le taux d'intérêt australien et celui de la Fed pour le dollar. Jetons un coup d'œil rapide sur le site web qui fait cela, investing.com. Nous pouvons voir tous les taux d'intérêt ici. Nous regardons la Banque de réserve d'Australie, et le taux d'intérêt est de 1,5%. La dernière fois qu'ils ont changé, c'était le 2 août 2016, ils l'ont réduit de 25 points de base. Et la prochaine réunion aura lieu le 5 septembre. Donc, nous avons un taux d'intérêt de 1,5% pour l'Australie, et pour les États-Unis, notre taux d'intérêt de la Réserve fédérale, au moment de cet enregistrement, de 1,25%, mais ils viennent de le changer et de l'augmenter de 25 points de base le 14 juin 2017. Donc, en réalité, il était de 1% par rapport à 1,5% pour l'Australie. Donc, d'un point de vue différentiel, je vous montrerai comment l'Australie avait un taux d'intérêt plus élevé que celui du dollar américain. Ainsi, fondamentalement, du point de vue du rendement, l'attrait est meilleur en Australie qu'aux États-Unis. Donc, nous avons des tendances saisonnières qui s'attendent à une hausse en juin, et nous nous attendons à un changement trimestriel, et le différentiel de taux d'intérêt montre que le dollar australien a un taux d'intérêt plus élevé que celui du dollar, comme cela a été montré ici avant le 14 juin. Le taux d'intérêt était de 1%. Maintenant, nous devons examiner les profils de marché. Revenons à nos graphiques. En revenant en arrière d'environ 18 bougies, vous pouvez voir que le profil du marché a été en consolidation. Donc, nous avons été dans une fourchette et il est important de ne pas se concentrer sur ce qui se trouve ici. Pour l'instant, ignorez simplement cela. Nous avons été dans une fourchette ou une consolidation, mais à l'intérieur de cette consolidation, nous devons chercher des indices. Rappelez-vous, le profil du marché, s'il est en consolidation, nous voulons savoir s'il va nous donner une cassure à la hausse ou à la baisse. La façon de faire cela est de commencer à rechercher une analyse intermarché. Nous allons donc examiner l'indice du dollar. Nous allons examiner l'indice du dollar sur un graphique mensuel. Vous pouvez voir le graphique mensuel avant le mois de mai, nous avons eu des prix qui ont baissé. D'accord, vous pouvez voir le graphique mensuel précédent, ici nous sommes en août, juillet, juin et ici, au mois de mai, les prix ont baissé, donc d'un point de vue trimestriel, cela
Donc, du point de vue trimestriel, cela a baissé. Cherchons-nous une inversion pour le changement trimestriel pour le dollar ou soutenons-nous l'idée qu'il continue de baisser? Eh bien, nous devons jeter un coup d'œil au profil du marché dans cette devise également. Avant ce sommet, nous étions en consolidation, tout cela était une fourchette. J'ai passé beaucoup de temps à vous donner la description du processus étape par étape, mais regardez à quelle vitesse nous passons à travers cela. Je veux que vous gardiez le temps à l'esprit, combien de temps je mets en réalité pour arriver à ce résultat. En ce qui concerne la consolidation, nous avons cassé la consolidation au-dessus des sommets égaux. Cela pourrait toujours être potentiellement une chasse au stop, même sur une base mensuelle. Cela pourrait être une fausse cassure, puis revenir plus profondément à l'intérieur de la fourchette. C'est ce que nous avons ici en mai. Dans ce cas, nous nous attendrions à ce que le prix continue de baisser, car nous avons eu une fausse cassure ici après une consolidation. Une fois qu'ils ont cassé un côté de la consolidation et qu'ils reviennent plus profondément, nous devons envisager la possibilité que le prix descende en dessous de la partie inférieure de la fourchette, ou du moins des corps des bougies à cet endroit. C'est ce que nous voyons ici en mai. Comment utilisons-nous cela? Pour le dollar australien, si nous revenons en arrière et examinons la relation entre le creux de décembre 2015 et le creux de décembre 2016, nous constatons un creux plus élevé. En ce qui concerne l'indice du dollar, si nous utilisons le sommet de décembre 2015 et le sommet de décembre 2016, nous avons un sommet plus élevé. Nous avons donc un sommet plus élevé pour le dollar, tandis que le dollar australien n'a pas réussi à atteindre un creux plus bas. Du point de vue de la structure du marché, cela crée une divergence significative. Globalement, le dollar australien ne parvient pas à atteindre un creux plus bas, tandis que le dollar a réussi à atteindre un sommet plus élevé. Cela signifie qu'il y a potentiellement une opération de stop ou une fausse cassure au-dessus de l'ancien sommet, et il semble y avoir une accumulation en cours pour le dollar australien. Ensuite, nous avons vu une consolidation, suivie d'une baisse des prix et d'une remontée. La bougie d'ouverture de juin est descendue jusqu'à toucher le niveau du bloc d'ordre haussier mensuel, ouvert à 73,80. D'accord, donc là, cela ouvre des trades à ce niveau. Donc maintenant, ce que nous avons, c'est une plage. Nous avons une plage, cette haute et cette basse. C'est la plus récente haute, c'est la plus récente basse. En termes de définition de ce que sont ces plages, cela va être pour PDA, PDA rate PD arrêt matrix plutôt bonne explication, facile à dire, je sais. Donc voici notre plage, et je vais le retirer maintenant parce que la divergence SMT a déjà été décrite. Donc, en ce moment, ici, à la fin de mai, avant que juin ne commence à se négocier, nous définissons nos plages PD à partir de ce point-ci en dessous de nous. Nous avons le bloc de l'épaule du taureau, il n'y a pas de lacune ici à cause des mèches et tout ça, et puis en dessous de ça, il y a le bloc de rejet à la clôture à 72,16, et en dessous de la basse, il y a la traction de la liquidité pour les arrêts de vente. Donc, voilà vos plages de réduction. Est-ce qu'il y avait chacun d'entre eux ici? Y avait-il un vide de liquidité là-dedans? Non, il n'y en avait pas. Y avait-il une lacune de vide? Nous en avons parlé, non, ce n'est pas le cas. Y avait-il un disjoncteur? Il n'y a pas de disjoncteur non plus. D'accord, vous n'avez que trois choix, le bloc de l'épaule du taureau, le bloc de rejet, la vieille basse. Il n'y a pas de vieille haute ici à laquelle se référer non plus. D'accord, donc vous avez trois plages de réduction potentielle. Est-ce difficile? Non, les gens compliquent souvent cela plus qu'il ne le faut, parce que je vous donne les plages de PD ne signifie pas que chaque plage de prix aura chacune d'entre elles.
Et il y a de fortes chances qu'elles ne seront pas toutes là. Il n'y en aura que quelques-unes parfois, et ce sont celles que vous trouvez sur le graphique. Est-ce ambigu? Non, c'est définitif. Cela vous dit exactement ce que vous cherchez, le bloc d'ordre de rejet. Bloc bas pour le pool de liquidité, d'accord, donc vous n'avez que 3 choix ici. Le premier que vous atteignez est ce bloc. Il ouvre des transactions à la baisse jusqu'à lui. Cela pourrait potentiellement être une transaction en soi, vous devez justifier ce qui se passe ici. Y a-t-il des raisons de penser que les prix vont monter ici? Eh bien, nous devrons le découvrir lorsque nous passerons à des délais inférieurs, mais à cet endroit, nous nous attendons à ce que ce soit un niveau de support. D'accord, nous avons ces poignées spécifiques qui s'ouvrent à 73,80. Avons-nous besoin d'arrondir cela à quelque chose? Non, c'est déjà à 80, c'est un niveau 0. D'accord, si c'était 73,82, nous l'arrondirions à 73,85, d'accord, car il est au-dessus et nous négocions à la baisse jusqu'à lui. Donc, nous avons notre plage ici, et aussi si nous définissons la plage que nous venons de décrire, voici notre haut et notre bas, et l'équilibre est ici en haut, donc nous sommes en dessous de l'équilibre sur un marché à la baisse avec une plage de réduction, donc tous les cadres sont en place pour notre matrice PDRA. Maintenant, nous avons nos niveaux clés ici, et aussi vite que cela, nous avons déjà abouti à ce que nous traduirions en un scénario potentiellement haussier, car juin est un mois avec une tendance saisonnière où nous devrions voir le dollar australien monter. Les 3 derniers mois ont été à la baisse, donc un changement trimestriel est en cours. Cela a été en retracement, donc est-ce qu'il est en retracement? Est-ce qu'il se replie vers un bloc d'ordre en s'attendant saisonnièrement à des prix plus élevés, et nous sommes en consolidation? Donc, qu'y a-t-il au-dessus de la consolidation lors de la partie du profil de marché? Des ordres d'achat stop, donc nous viserons une montée au-dessus des plus hauts de la plage ici, et cela sera ici. Voici notre haut, et puis nous avons un bloc de rejet ici un peu plus à gauche. Donc, une fois que nous atteignons cela, la prochaine zone d'intérêt serait la plus haute clôture ici, et nous sommes même passés au travers. Donc, aussi rapidement que cela, voilà comment nous parvenons à déterminer si le marché est haussier mensuellement ou baissier mensuellement. Dans ce cas, nous pensons avoir vu et cartographié plutôt rapidement. J'ai parlé plus que nécessaire pour déterminer ce que c'est, quelle est la plage, et quels sont les niveaux réels, mais aussi rapidement, nous pouvons arriver à un biais pour le marché d'un point de vue mensuel, et l'attente ne concerne pas seulement un mois, mais plusieurs mois, et pour l'instant, les mois de juin et juillet ont rapporté de très belles récompenses pour être un trader à la hausse sur le dollar australien, et du point de vue d'un des traders, vous pouvez utiliser ces idées pour mettre en place du scalping et du trading intraday uniquement sur. Utilisez ces idées pour développer le scalping et le trading intraday uniquement du côté long au cours de ce mois de juin et juillet, car nous nous attendons à ce que ce résultat mensuel confirme nos attentes par rapport à notre analyse sur un graphique mensuel. J'espère que cela vous a été instructif. Évidemment, nous allons approfondir ce thème au fur et à mesure que nous avancerons tout au long du mois. La prochaine leçon portera sur l'analyse à moyen terme et comment je fais l'analyse. Vous pouvez voir à quel point cela a été rapide, ce n'était pas beaucoup de travail, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait beaucoup d'acrobatie ni quoi que ce soit, mais en même temps, il y a tellement de choses que vous pouvez ajouter à cela pour confirmer et qualifier. Par exemple, si nous examinons le dollar australien sur le graphique mensuel, l'une des choses qui soutient cette monnaie, c'est qu'elle évolue très bien avec le S&P 500. Donc, si nous comparons ce que fait le S&P, d'accord, et si le S&P monte, ce que nous savons qu'il a fait, cela soutient également cette paire, car l'OSI suit généralement très bien le S&P. Cela va clôturer cet enseignement, et je vous retrouve pour l'analyse à moyen terme.